Le monde de la moto est varié et il y a autant de communautés que de styles de deux roues. Nous avons choisi de vous guider dans l'univers le plus en vogue, mais aussi le plus riche du moment. Avec ses allures de tendance, ce mouvement n'en est pas une. Café racer ou custom culture, vintage motorcycles, les qualificatifs ne manquent pas pour cet univers qui entame son 3e âge d'or. Un mouvement qui prend ses racines dans une tradition vieille de près de 100 ans, avec les pionniers de la moto, relayés plus tard par les mauvais garçons de Londres. Aujourd'hui, un mouvement bel et bien dans le vent grâce à ceux qui le font perdurer et évoluer. Les mêmes valeurs, les mêmes inspirations, mais les hors-la-loi sont désormais des artistes, des tatoueurs, des mécanos avertis, des hommes et des femmes qui vibrent et vivent pour la moto et le plaisir de rouler, plus ou moins vite. Ils se retrouvent lors de rassemblements aux 4 coins de la planète. Et c'est Paul qui ouvre la route. Il est notre mémoire de la moto ancienne et témoin privilégié de ce milieu. Je crois que la plupart des gens qui découvrent les motos voient de belles photos ou connaissent quelqu'un et je crois qu'ils sont vraiment attirés par ça. Et je crois que dans un certain sens, cette explosion d'images, de photographies, de films, de reportages, et même Instagram et Facebook, avec tous ces gens qui sont attirés et qui trouvent ça super cool. Je pense que nos débuts de motard avec Conrad, c'est quand on a commencé à regarder ces images de rockers des années 60. Puis on a commencé à faire nos propres motos dans les années 80. Et moi j'avais une Norton, je pense, dans les années 85 par là. Le casting est étonnant. Les allures, le style, la démarche, on évolue au milieu d'une débandade de garagistes à la mode, de pin-up, de tatoués sexy, de barbus sauvages, d'artistes en vogue. Mais c'est quoi le café racer? Allez, petit retour rapide aux origines pour profiter au mieux de ce que vous allez pouvoir découvrir ensuite. 1867. Tout commence il y a plus d'un siècle. À cette époque, ni le vélo ni le moteur n'existaient sous leurs formes actuelles. 2 artisans astucieux inventent la bicyclette propulsée par la vapeur. L'américain Sylvestre Roper et le français Henri-Guillaume Perrault. Ils se rencontreront et on ose imaginer qu'ils prirent le temps de se tirer la bourre. La première course de l'histoire, vous imaginez? Roper sera le premier pilote moto et malheureusement son premier martyr. Son cœur ne résistant pas au rythme trop élevé de la vitesse. Il est le premier à avoir tout compris de la moto. Sa passion pour la vitesse l'élève naturellement au rang de saint patron des motards. 1900, l'année des premières épreuves officielles. 1903, les premiers catalogues de vente moto. 1907, les premiers circuits en Grande-Bretagne en pleine nature. 1910-1920, côté États-Unis, ça bouge aussi. Mais les motos restent sur circuit, en dirt track, piste de terre, ou board track, piste de planche en bois relevé. Très peu de modèles malheureusement sont adaptés et proposés pour la route comme en France ou en Angleterre. 1916, une grande année. La naissance de la Norton BRS, une moto de légende qui fait rêver tous les cafés racers. Elle marque à elle seule le style californien cut down, c'est-à-dire modifié et dépouillé. Un style qui caractérisera tous les cafés racers du siècle et même au-delà. Dans le sillon de cette Norton suivront jusqu'à la fin des années 50 une flopée de cafés racers d'usine. La catégorie est donc officiellement constituée et ancrée. 1948, alors que beaucoup enfourchent des machines militaires sans intérêt ou des motos d'avant-guerre, c'est aux États-Unis que Rolly Free crée la légende sur le lac salé de Bonneville. Couché à plat ventre, en maillot de bain sur sa Vincent Black Shadow, il atteint les 241 km/h. Une technique originale, mais surtout l'anecdote la plus célèbre de l'histoire de la moto. Bien que ça bouge aux USA, c'est bien en Angleterre que le monde de la moto explose et bouscule les consciences. La suite, 1950. Retour des blousons de cuir du début du siècle et naissance du rock'n'roll. Mais pour l'occasion, les règles sont revisitées. Fermeture éclair, blouson Schott ou Lewis et le rock. Ils deviennent les piliers d'un style singulier, icône de la rébellion des 50s et d'une culture qui perdure encore aujourd'hui, celle des cafés racers. Rencontre avec Horst, photographe et auteur d'un livre référence, Pride and Glory, dans lequel il capture l'esprit de ces blousons de rockers.
L'âge d'or du café racer, de la culture café racer est bien vivante. Parce que les gens, en fait, font perdurer cette culture et ils gardent les motos et les entretiennent. Dans une ville comme Londres, il y a vraiment une mixité incroyable avec ces gens qui viennent du monde entier, qui viennent du Japon, de l'Italie, d'Allemagne, et qui adorent ce côté British rocker. Ce qui en fait un truc vachement excitant, c'est justement toutes ces différentes nationalités, et, avec tous ces gens qui amènent toutes ces influences très différentes. Tous ces gens que j'ai rencontrés finalement sont des gens qui ne font pas juste ça de manière ponctuelle pour un événement, mais vraiment ça fait partie de leur vie quotidienne. Ils vont au travail avec leurs blousons en cuir. Finalement, ils ont vraiment ça dans le sang. L'expression café racer est au départ une formule d'argot anglais pour désigner de manière méprisante les jeunes motards qui écument les routes de banlieue à fond les gamelles, lorsqu'ils ne sont pas arrivés au café qui balise leur tracé. Très vite, cette expression se civilise pour devenir un titre honorifique, en tout cas auprès de la communauté motocycliste passionnée de vitesse. Un titre attribué aux motards eux-mêmes au début devient le nom donné aux motos elles-mêmes très typées. Des codes qui aujourd'hui persistent, à commencer par la pièce maîtresse, le blouson. Et c'est Derek, le pape de ce blouson british. Propriétaire de Lewis Leather depuis 2003, il fabrique toujours ses blousons dans le plus pur respect des modèles d'origine. J'aime vraiment en particulier l'image de l'étiquette de ce blouson, le Bronx. Bien que Lewis démarre en 1890 avec des vêtements pour les motards dans les années 20, puis un peu plus tard pour les pilotes, c'est en tout cas pour moi en 1956 que la marque Lewis Leather démarre réellement avec ce blouson en particulier. C'est un peu comme un second souffle de la marque. Le XXe siècle est coupé en deux avec le début du siècle pour les pilotes moto et les pilotes d'aviation, puis dans les années 50 avec cette génération de fringues que portait mon père, vachement plus stylées, après la Deuxième Guerre mondiale. C'était plus rock'n'roll. Et le Bronx, en fait, marque cette deuxième vague. C'est pour ça que cette page est probablement ma préférée. Donc si on fait un retour dans l'histoire des rockers, on se rend compte que c'est la plus importante subculture londonienne. Elle influence la mode, la musique. Et d'être ici, dans ce magasin Lewis Leather, c'est bien plus qu'un magasin, c'est l'épicentre de cette culture. Vous pouvez rencontrer régulièrement les vieux de la vieille, les rockers de la première heure, mais les jeunes rockers aussi. Et puis on fait aussi des lancements de livres et toutes sortes d'événements. Vous avez des motos alignées, il y en a parfois même jusqu'à 60 devant le magasin, avec le son, l'odeur des motos dans la boutique. Avec la moto même de Hero qui travaille ici, qui est devant, et on a l'odeur du pétrole, du cuir, et c'est toute une expérience, c'est pas juste une boutique. Cette image construit et alimente largement nos héros modernes. Brando, James Dean, Steve McQueen, Mickey Rourke. Mais la voie est aussi réouverte à d'autres fins par les parfumeurs, entre autres, dont les égéries roulent en Ducati, en Guzzi, en Triumph. Tous incarnent la liberté et sentent bon. La moto est un vecteur d'attraction et elle aimante naturellement tout groupe, communauté ou gang. Si t'aimes le rock, les blousons de cuir limés qui affichent les kilomètres comme des trophées que l'on porte, si tu aimes les guidons bracelets, les meules retapées, dépouillées ou préparées, ne cherche pas auprès de ton psy. Ton style, c'est café racer. Conrad est un artiste hors du commun. Il est peintre et ses œuvres témoignent qu'il y a bien dans le sillage de la culture moto une traînée de poudre artistique. Je suis de cette génération qui est vraiment nourrie de la culture rétro. Elle a joué un rôle vraiment important pour moi. Je suis toujours influencé par cette culture et je suppose que ce que j'essaye de faire avec mon art aujourd'hui est de m'inspirer de cette culture et de toute évidence d'en livrer une représentation moderne inspirée du passé.
Je ne me définis pas vraiment comme un peintre de moto ou comme on pourrait dire un peintre de fleurs ou d'autre chose, mais je suis vraiment intéressé par plusieurs formes artistiques. Il y a des peintures que j'ai faites à 11-12 ans avec ma mère et j'étais déjà obsédé par le noir, les lignes sombres et les aplats de couleurs claires. C'est sûrement une sorte de besoin de décoder les choses, je pense. Quand je ne peins pas, je suis vraiment à fond, je suis vraiment impliqué dans la culture moto. Et ça, c'est le cas depuis mon plus jeune âge. Et c'est resté. Tout dépend avec qui je parle ou j'en discute. Mais le lien avec la moto, en tout cas, me définit. Et c'est si évident pour moi que parfois le monde de la moto bascule dans mes peintures. Et du coup, c'est un réel plaisir pour moi de m'impliquer et de peindre des choses en rapport avec la moto. C'est une attitude très singulière et beaucoup de gens ne la comprennent pas, surtout quand la moto est représentée de façon artistique, en peinture en l'occurrence. C'est une vision qui est trop loin de la moto elle-même et c'est malgré tout une autre façon de la représenter. C'est donc comme ça que ça se passe. La culture de la moto s'immisce dans mon travail sans la définir, mais sa présence est indéniable, pour être honnête. Je crois qu'elle s'y trouve toujours d'une certaine manière. Je suis entouré de cet univers moto qui m'influence quand je peins. On ne peut passer par Londres sans faire un arrêt au S-Café. Cette institution du monde de la moto, créée en 1938, est orchestrée depuis 1997 par Mark Wilsmore. Il met un point d'honneur à faire perdurer cet esprit café-racer à l'origine même du lieu. On a fêté le 75e anniversaire du S-Café et en réalité ce qu'on peut remarquer c'est que depuis tout ce temps, rien n'a changé. La technologie a fait des progrès, certes, la technologie des moteurs, la technologie des carburants aussi, la technologie même des pneus, mais l'émotion humaine, elle, n'a pas changé. Au début, tout juste une salmanie du côté de Londres, où les motards allaient de bistrot en faisant la course. Puis rapidement, c'est devenu un vice, une passion en langage motard, celui d'avoir une moto plus performante et légère, en bidouillant le moteur, en adoptant le meilleur aérodynamisme pour faire le tour du quartier. Aujourd'hui, nous avons fait du chemin et nous voilà à l'orée d'un bois. Et derrière chaque arbre se cache un designer, un tatoueur, un mécano, un musicien, photographe, surfeur, graphiste, écrivain et j'en passe. Tous se réclament de ce mouvement de rider, où la notion de free spirit est primordiale tant au niveau créatif qu'au niveau social. J'en veux pour preuve la presse moto qui n'a jamais été aussi importante. Baromètre de l'enthousiasme mécanique, elle rend visibles les acteurs du milieu, les influenceurs et ce qui se passe sur notre belle planète ronde à ce sujet. L'angle d'attaque est fort, rentrer dans les sujets par les hommes et les femmes et non leurs machines. Bon, on finit toujours par y arriver à la moto, mais c'est avant tout le héros qui est à l'honneur pour cette Bible de la motocyclette. Quoique dans la Bible c'est chiant, il n'y a pas d'image. Ici oui, et de qualité. On célèbre ainsi la culture garage, creuset d'une soif créatrice quelquefois déjantée, parsemée de mécanos sorciers. Tous ces héros font le mouvement, et ce que distille notre magazine fétiche au gré des pages que l'on feuillette, c'est qu'il y a un héros en chacun de nous, et qu'il célèbre une envie commune, celle de rêver, imaginer, préparer une moto et de rouler avec. L'énergie et le Graal sont bien là. Bienvenue à Portland. Au nord de la côte ouest américaine, il y a une adresse de choix. C'est le CC Coffee, dans lequel vous allez croiser Thor. Il est le propriétaire des lieux, mais aussi l'homme orchestre, à l'aise dans sa panoplie de passionnés de moto. Pour lui, les deux roues rythment son quotidien. En fait, je ne sais pas si on peut appeler ça un métier, si c'est vraiment la bonne définition. C'est vraiment plus ce qui m'occupe au quotidien. C'est plutôt assez vaste. En réalité, je fais des motos,
J'organise des événements, je suis propriétaire du Sissi Café et je gère à côté une petite boutique. En gros, j'essaie de regrouper plein de choses autour de ce que j'aime vraiment, autour de la moto. À propos de ça d'ailleurs, ma première moto, je l'ai eue vers mes 16 ans. C'était top. J'avais tellement de questions sur comment ça marche. Je voulais vraiment tout savoir sur le fonctionnement. Je voulais tout apprendre. J'ai eu cette bécane, pendant moins de 2 ans, je pense. Et à force de rouler avec, je me suis amélioré, j'ai fait des sauts, j'ai fait des cascades. J'ai fait un tas de trucs qui m'ont vraiment dressé le poil et vraiment des trucs excitants. Alors, à première vue, il y a autant de motos différentes que de styles vestimentaires. Un étalage de motos préparé pour aller battre un record sur une route londonienne des années 50, mais aussi des visions artistiques, des interprétations, des mutations précises et de bon goût. Un objet modelé, soit pour la vitesse, soit en objet de désir, soit pour les deux. Mais souvent minimaliste, essentiel, où chaque détail est pensé et surprend par sa créativité. Objets, accessoires, matériaux, tout est prétexte au détournement ou à la restauration parfaite. Custom et restauration, plaisir et vitesse, des idées qui cohabitent parfaitement. On ne pourra pas s'empêcher une brève comparaison avec nos amis les voitures et la moto dans son sens le plus large. Soyons clairs, 4 roues riment avec utile et déplacement. Ce n'est pas le cas de la moto, que vous trouverez seulement au rayon plaisir. Il n'y a pas un demi% de la population européenne qui achète une moto pour aller travailler. Le concept 90 est un hommage, celui fait à la R90, cette BMW icône des 70s. Avec une vitesse de pointe à 200 km/h, des garde-boue en fibre plutôt qu'en métal, c'est la première superbike de BMW. Et le concept 90 se devait de prolonger cet ADN de moto hors du commun. Et le gars spécialisé à la fois dans le custom et la performance, il n'y en a qu'un, c'est Roland Sands. Ce que je veux dire, c'était vraiment un honneur en fait qu'ils aient pensé à moi quand j'ai vu ce sketch accroché au mur. Avec Ola, on se parlait assez souvent, on avait parlé d'autres projets, et puis soudainement celui-là en fait est passé au-dessus de la pile. En fait, ça nous permettait d'accomplir pas mal d'objectifs, de choses nouvelles qu'on voulait faire, et Ola en tant que designer avait vraiment des trucs en tête, et cette bécane répondait à des thèmes et objectifs chers à BMW. J'étais super motivé de faire partie de ce projet, du coup on s'est lancé. Ce concept 90 est un hommage, mais aussi une vraie prouesse. Soumis forcément au verdict de la communauté, avec d'un côté les puristes qui peuvent trouver le concept trop loin de l'original, et de l'autre la communauté custom qui pourrait bouder ce énième café racer. Mais ce concept moto roule, et il n'oublie pas que la R90 est une moto de sport. Conçue sur le fil, la 90 rencontre un vrai succès. Alors voilà, cette culture moto, c'est un état d'esprit bien particulier. Se libérer des contraintes du quotidien, vivre sa vie, partir. Chacun de ceux que vous croisez cherche à sa manière l'expression du mot libre. Chacune de ces familles d'hommes libres ont ce point en commun. Tous roulent. Tous partagent, échangent et alimentent un état d'esprit unique, nourri d'un enthousiasme hors norme. Ces rêves de motards sont des routes sans fin, des paysages immenses, mais aussi un lac salé, comme à Bonneville, où se rend Vincent pour y marquer ses propres records de vitesse. Vincent, une figure du monde de la moto, connu de Biarritz à Los Angeles et même jusqu'à Tokyo. Passionné de 2 roues et de surf, il est le cofondateur du Wheels and Waves. J'étais déjà fondu depuis des années de ces images qu'on voyait très peu, il y a encore 20 ans. On voyait ces streamliners, c'est de temps en temps des motos avec des gars un peu bizarres dessus. Alors j'y suis allé il y a 2 ans, de passage au cours d'un voyage aux États-Unis, comme font beaucoup de gens. À la fin de la semaine, je me suis dit, bah, il faut que j'y retourne, quoi. C'est pas possible de ne pas essayer ce truc-là. L'ambiance est extraordinaire, c'est super simple. Il n'y a pas de public, tu y es pour toi, juste pour toi, voilà. Mais il faut s'immerger dedans, il faut oublier qu'il fait très chaud, qu'on a très soif, que faire de la mécanique à 45 degrés à l'ombre, c'est pénible, mais on est là pour ça, voilà, pour aller chercher un challenge qui est la vitesse. Voilà. Finalement,
La première fois, on y va en spectateur. La deuxième, on y va en touriste. On fait ses essais. Et la troisième, on se dit, il faut que j'avance, il faut que je marche plus fort. Et la prochaine fois, je veux m'approcher du record de la classe, quoi. Alors voilà, plusieurs événements jalonnent chaque année le monde du café racer. Ce qui se passe au pied du phare de Biarritz se passe aussi sur l'autodrome de Linas Montlhéry pour le Café Racer Festival, à Portland pour le One Show, à Leonberg pour le Glemsec 101, Motorsoul, Royal Cambouis et j'en passe. Ce qui se passe ici est tout bonnement un moment en suspension. Un week-end de bonheur pour ceux qui aiment la moto et même plus simplement pour celui qui est désireux de faire un voyage au cœur d'un univers à la consistance étonnante. Vous ne mettez pas les pieds sur un terrain de spécialistes inaccessibles, au vocabulaire exclusif et vous toisant de la tête aux pieds pour voir si vous êtes de la même lignée. Attendez-vous juste à parler et entendre parler plusieurs langues au milieu de cette grande famille qui a le sens de la fête et du partage, de l'échange et de la transmission. J'ai pas eu l'idée au départ de faire un événement surf et moto, j'ai eu l'idée de faire un événement moto. On a démarré, on était 10, ça a commencé à s'internationaliser avec des Paul d'Orléans, des Nick Clemens, des El Solitario, les Blitz de Paris sont venus et là ça a commencé à prendre une certaine ampleur et ça a commencé à être médiatisé surtout. Comme pour le Wheels and Waves de Biarritz, des milliers de motards attendent chaque année le Glemsec 101 en Allemagne, un rendez-vous qu'ils ne manqueraient sous aucun prétexte à l'arrivée des beaux jours. Voilà une tradition qui perdure. Soyons clairs, la vitesse est née avec la roue. À peine 2 roues furent tenues par un cadre et arrachées du sol par ce qu'on appelle un moteur, que le premier record de vitesse est enregistré. Ce plaisir inconscient fut le premier d'une longue série. Et c'est sans aucun doute l'exercice auquel les motards se prêtent volontiers dès que l'occasion se présente. Se tirer la bourre, certes, mais aussi un rendez-vous avec soi-même pour se dépasser. Au sud de Stuttgart, cette 11e édition célèbre à sa manière la vitesse. Ce bout de route départemental accueille le Glemsec 101 en passant devant l'hôtel éponyme et centenaire. L'attraction principale de ce week-end de 3 jours sont les courses de départ arrêtées. Glemsec 101, c'est l'héritier direct du café racer. Ça sent le pneu, la graisse et la bière sur fond de rock'n'roll. Rythmé par la voix nasillarde du haut-parleur qui exhorte les foules et fait l'article de chacune des attractions. Vente aux enchères, expositions, rencontres et courses du week-end. C'est aussi la multitude de belles machines. Celles des spectateurs, garés en épi sur des centaines de mètres, il y en a pour tous les goûts. Beaucoup de BM, de Triumph, toutes les marques sont au rendez-vous. Et vous pouvez apprécier le travail de ces orfèvres et passionnés qui ont passé leur année pour préparer ce moment. Alors Glemsec 101, c'est avant tout une fête œcuménique de la moto, mais œcuménique dans le sens où c'est à la fois café racer, custom culture. Là, il y a une catégorie qui va arriver qui est essentiellement avec des shoppers, donc c'est un petit peu différent. Il y a Sultan the Sprint que j'ai créé avec mes camarades de jeu, qui est plus dragster, vintage, custom, qui est un petit peu différent. Maintenant, œcuménique, ok, par rapport aux motos qui roulent, mais surtout par rapport aux spectateurs. Alors le Sprint Beamer, c'est une moto que j'ai construite il y a 3 ans maintenant, qui est une BMW qui est dédiée au sprint, donc baptisée le Sprint Beamer. Construite par le Lucky 4 Garage, donc c'est moi et pas mal d'amis qui m'ont suivi dans le projet. Alors je ne l'ai pas fait pour rouler à Glemsec, mais il se trouve que à cette période-là, certaines marques cherchaient des concurrents pour s'aligner. Et moi je connaissais en fait pas Glemsec. Et je suis venu pour la première fois. Et puis j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc depuis, je suis revenu tous les ans.
Quand on parle moto, la surprise, c'est aussi l'implication des femmes. Enfin, la surprise, façon de parler. Car détrompez-vous, leurs histoires avec les deux roues ne datent pas d'aujourd'hui. Accrochez-vous, les héritières de ces pionnières existent bel et bien. Pour être honnête, je crois que j'aime vraiment la représentation de la femme dans le monde de la moto. C'est un sujet qui est tellement intéressant, et en particulier quand les femmes sont habitées par cet esprit de la moto. En tout cas, pour moi, ce n'est absolument pas une vision négative ou avilissante de la femme, qui peut être en combinaison ou en maillot. C'est juste une idée incroyable de cette relation qu'il y a entre la femme et la mécanique, qui forme pour moi un ensemble très esthétique. La femme, par définition, a déjà des formes, et ça ne peut que nous mener sur un sujet intéressant. La femme est vraiment le sujet le plus ancien de l'histoire de l'art. Un univers pouvant paraître impénétrable et mystérieux pour beaucoup. Cependant, au cœur même de l'esprit café racer, un mouvement qui a su évoluer avec son temps et qui aujourd'hui encore maintient une trajectoire étonnante, s'ouvre de plus en plus aux femmes qui, pour notre grand plaisir, se font leur place dans cette ambiance huilée. Beaucoup d'entre elles abandonnent la selle passager pour se mettre au guidon. L'équipée, 5 Parisiennes qui sont parties à l'assaut de l'Himalaya en juin 2014. Elles ont parcouru près de 2300 km sur une moto de légende, la Royal Enfield Bullet 500. Elles ont entre 26 et 31 ans, sont réalisatrices, entrepreneuses, travaillent dans le milieu du théâtre ou en ethnomédecine. Elles roulent toutes vers le même objectif, prouver que la moto n'est pas une affaire d'hommes seulement. D'avoir fait l'Himalaya, c'est vrai que quand on est rentré, on s'est senti vraiment légitime dans le milieu de la moto, même en étant des femmes, parce qu'on avait prouvé qu'on était capable de faire un voyage et d'aller au bout de difficultés, et ça nous a apporté une vraie légitimité. Même des mecs étaient assez admiratifs de ce qu'on avait fait et se sont dit, bon, celles-ci, elles font pas que poser, elles sont pas que jolies sur leur bécane, elles envoient, quoi. En rentrant, on s'est dit c'est tellement une aventure de dingue qu'on a envie de la partager et puis de dire voilà c'est possible et puis j'ai envie de partager ces moments fous et ce que c'est de vivre une aventure entre filles, etc. Et je pense que c'est ça vraiment qui a marqué un peu le milieu de la moto aussi, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des Parisiennes avec leur innocence et comme elles sont, à faire des aventures comme ça. De voir l'ampleur que ça a pris, on s'est dit finalement il y a vraiment quelque chose à prouver en tant que femme, et c'est-à-dire qu'il y a vraiment une étiquette qu'il faut décoller de ce milieu-là, quoi. C'est un milieu qui est un peu rétrograde encore. Et c'est le fait qu'on nous sollicite autant dans notre rapport à la féminité, dans le fait qu'on soit des femmes, qu'on mette autant ça en valeur, qui nous fait dire que, bah, effectivement, il y a quelque chose à faire. Pour adhérer encore mieux et avoir le respect des hôtes de ces lieux, le must est d'avoir une moto unique, faite avec ses 10 doigts et ses idées. En poussant la porte des garages, comme on les appelle, on a rencontré Shinya, une pointure. Installé à Los Angeles, un atelier sans prétention abrite ce sculpteur, dont l'humilité est proportionnelle à sa connaissance technique et à sa créativité. Shinya est une légende vivante. Faire une nouvelle moto pour un nouveau client me demande de bien connaître cette personne. Et me demande que la conception soit une réponse la plus pertinente possible. Quand je travaille sur une nouvelle moto, j'utilise des matériaux nouveaux. Mais le but n'est pas de tout changer. Le but est plutôt de respecter la base, de respecter l'histoire de cette moto
時間をかけてね築いてきたものっていうのは常にベースにあるので、全く et d'en 新しい faire というよりは une continuité. 新しい材料を使って自分の今までのフィロソフィーを伝えるっていうのが自分のスタイルだと思います。This is a 1914 Excelsior. C'est une Excelsior de 1914, mais j'ai juste récupéré le moteur en fait. And I made J'ai fabriqué tout le reste, en particulier le cadre. like a frame, Après, on a une transmission Harley-Davidson des années 30. transmission. On a un avant d'Indian des années 30 aussi. This is C'est un peu comme une marque imaginaire en fait de Speed Racer. Speed Racer. But I will Et je pense que je vais l'emmener un de ces quatre sur la route, l'emmener à Bonneville pour voir ce qu'il a dans le ventre, pour savoir un peu à combien elle peut monter. how fast this is. Là pour l'instant, elle a de mémoire 7 chevaux et je crois que je peux l'emmener I à can take 60-70 miles par heure, 70 miles je pense. at this moment. Ce qu'il fait est du pur génie. C'est déroutant. C'est unique. Personne n'a jamais fait du travail comme ça avant. Avant, c'était de la fibre de verre, des peintures voyantes. Shinya s'est vraiment intéressé au langage du métal et il le travaille comme un sculpteur. Une chose qui me fascine, c'est que c'est une personne qui est de loin la moins controversée du monde de la moto. On est tous d'accord pour dire que Shinya est incroyable. Je n'ai jamais entendu une mauvaise chose dite à son sujet, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. En effet, c'est rare. Les motards ont des opinions plutôt tranchées. Un champion toute catégorie, ex-pilote de Grand Prix, il est capable de concevoir et développer les motos sur lesquelles il roule, tant mécaniquement qu'esthétiquement. Et s'il est un businessman aguerri, il n'en est pas moins un king de la performance. Mon inspiration vient de plusieurs horizons, du surf, du skate, du snowboard, ici au sud de la Californie. Des influences qui sont vraiment multiples et finalement, quand tu les mélanges, toutes ces cultures, tu rencontres la culture californienne et ce que ça peut représenter pour le monde de la moto. Concevoir le truc et le faire comme il faut, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise ici. C'est une question que je me pose régulièrement. Je suis libre et je peux faire ce que j'ai envie. Et bien souvent, je dois faire des choses qui ont un sens pour la marque, un sens pour le client. On ne fait pas d'artistique, on est vraiment designer, on est vraiment conceveur. Il est important de conserver des objectifs et d'aller vers ce que veut ou peut attendre le client. Ce qui n'empêche pas d'amener de toute façon des nouvelles idées, des nouveaux styles, des nouveaux looks, et de créer la demande sur des produits que les gens vont absolument vouloir. Quand je pense à la manière dont je construis mes motos, ma philosophie n'est pas juste de fabriquer un véhicule, mais je la pense aussi en termes de pilotage, en termes de conduite, et avec une exigence qui peut rejoindre même celle du circuit.
S'il y a quelques dizaines d'années, le custom ne dépassait pas les limites de mon quartier, la moto est aujourd'hui ancrée dans l'inconscient collectif. Elle illustre et guide un style de vie pour certains et elle fait vendre assurément. Internet aidant, nous voici au beau milieu de la plus grande explosion créative liée à la moto. Beaucoup s'en préoccupent et rejoignent des marques investies depuis longtemps comme Lewis Leather, pour la plus connue, et d'autres secrets comme Ruby. Toutes utilisent l'image que renvoie cette nouvelle définition de l'homme libre et cultivé, chic ou pas, libre penseur en tout cas. Les grands parfumeurs sont coutumiers du fait. Ils s'accaparent le précepte pour créer leurs propres icônes et très récemment encore, on découvre en 4x3 une femme assise sur une Triumph pour vendre un sac de la même couleur que le réservoir. La culture moto, en tout cas, ce qui semble avoir touché tous ces gens, cette culture populaire, de la même manière que le surf l'a été ou le snow, sont devenus des effets de mode. Eh bien en fait la moto y arrive à son tour. On achète aujourd'hui une moto comme une planche de surf il y a quelques années. C'est devenu le truc du moment. Beaucoup vont appeler ça la culture hipster, mais peu importe, c'est tellement mieux que ce qu'on a connu jusqu'ici. On sort de la culture shopper des années 2000-2005. Bon, c'est vrai qu'il y a encore un peu question de pognon, mais finalement avec un peu de motivation, si tu as envie, tu peux t'acheter une super base moto. Tu travailles dessus tranquille et après, tu peux assez rapidement faire un tour avec. Soyons clairs, si tu as un minimum créatif, tu n'es pas obligé de mettre la main à la poche et de mettre 10 000 dans une moto et 10 000 dans un moteur, ou même d'acheter une custo préparée. Tu peux vraiment quasiment faire la tienne de A à Z. J'adore cet aspect de la culture moto aujourd'hui, ce côté hyper accessible. Je pense que tout commence avec ton propre voyage. Et je crois que les choses qui ont le plus d'intérêt finalement à long terme sont celles issues des expériences des gens plutôt que de suivre des modes ou des tendances. Je veux dire que la plupart des gens que je connais sont des gens qui ont pris leur propre trajectoire. Ils regardent les influences du passé, certes, et aussi les contemporains. Ils ont tendance à créer quand même leur propre essence. Il est question ici d'essence de l'individualité, je pense. En tout cas, c'est mon opinion. Dans la culture moto, chacun de ces influenceurs propose ses propres codes, son propre style. Pour beaucoup, c'est une affaire de réseaux sociaux. Les mecs vont rider, ils partagent la manière dont ils vivent la moto. Cet aspect social du mouvement, c'est vraiment ça. Chacun t'emmène à son tour dans son propre univers. Ils aiment se rencontrer, boire des bières, rouler, raconter leurs histoires depuis le désert ou ailleurs. L'aspect social, c'est vraiment ça. Tu partages ta vie à moto, comment tu la vis, comment tu vis ta moto et où tu vas. C'est comme un appât qui t'attire dans cet univers. Tu sais, quand tu trouves ta propre voie, celle qui marche pour toi. Tu as peut-être débuté comme un rocker, un gamin cool ou quelque chose du genre. Et quand la moto devient un élément profond de ta vie, tu trouves ta propre trace. Et tu n'es plus nécessairement associé à un look ou à une scène en particulier. Et je pense, à mon avis, que c'est la nature de l'attraction qui fait que tu peux rentrer ou sortir de cette mode. Parce que c'est juste génial. Visuellement, c'est super beau, c'est hyper excitant. Avec ces filles assises à l'arrière des motos, finalement, c'est le rythme de la vie. Oui, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est de laisser vos enfants faire un peu ce qu'ils veulent. Ça vous évitera d'avoir des gosses qui font n'importe quoi. Nous ne sommes plus dans un club de hors-la-loi, mais bien dans un rassemblement de bon goût, de créatifs qui aiment les belles choses. Il est bien question ici de bikers, mais il faut l'avouer, il est question de style aussi. L'hétérogénéité du mouvement lui conférera sa pérennité. Ce mouvement est bien assis sur l'amour de la mécanique, la créativité, le partage. Et se tirer la bourre demeure un moment de décontraction avec comme prétexte celui de rappeler le passé et les dieux de l'asphalte.
Le mauvais garçon est désormais un gentleman rider, rebelle et bien habillé. Une génération moderne, moins dans son jus. Ce milieu ouvert est plus que jamais favorable à la rencontre de gens intéressants et de soi-même. Une profusion d'images, de films, d'événements, sans compter l'aspect social et partageable des réseaux comme Facebook et Instagram, nous mène sans effort jusqu'à l'antichambre de la culture moto. Y rentrer est facile, y rester dépend de vous et de votre envie de vous frayer votre propre sentier. Il fallait creuser profond avant pour approcher le mouvement. Internet rend l'accès immédiat. Ils vivent dans les traces des pionniers de la moto, écument les lieux de pèlerinage de la planète Deux Roues, ils sont en quête, assoiffés de mythes. Ils se donnent les moyens de vivre leur passion et beaucoup ont changé de vie, tout abandonné dans ce but. Ce n'est pas juste leur occupation du dimanche, certains ont choisi d'en faire leur quotidien. Les hommes et femmes qui font ce mouvement influencent par leur philosophie, leur style, leur art de vivre. Des gens qui roulent et pour qui la moto a permis autre chose. La moto comme vecteur de création et de réalisation de soi. Tu sais, ce monde évolue, qu'il s'agisse de construire des motos ou d'être d'une scène plutôt que d'une autre. En fait, le plus important, finalement, c'est ce qui rapproche les gens, c'est leur amour pour leur moto et c'est le fait de rouler. En fait, c'est ça le truc. Que tu roules à travers les États-Unis ou à travers l'Europe, c'est ce qui est fondamental. Et c'était la même chose en 1923. Ça l'était en 2003 et ça le sera encore demain. C'est l'expérience qui compte. I don't know. Je ne sais pas en fait. Je crois que rien n'est réellement parfait. Quand tu passes une bonne journée, en fait, tu ne penses pas vraiment. Tu peux juste te dire, voilà, c'était hyper cool. Du coup, le truc que moi j'adore, j'en parlais avant le One Show, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de grimper sur ta brelle, tirer au loin dans une direction, sans réfléchir, sans savoir où tu vas. Tu sais que tu y vas, tu sais que tu vas quelque part, mais surtout tu ne penses pas à ce que tu laisses derrière toi. C'est bien d'avoir cette approche, c'est l'aventure, c'est l'imprévu. C'est ça qui est sympa, de se laisser porter sans prévoir, de vivre dans l'instant. En fait, le jour parfait, qui sait vraiment ce que c'est que le jour parfait? L'univers de cette culture moto, c'est avant tout rouler sur sa moto. C'est aussi en parler, échanger, on bricole beaucoup sa moto, mais c'est rider, c'est surtout sortir et passer du bon temps sur ses deux roues. Prendre le temps d'explorer, prendre la route, être libre. Prendre le temps. Tu peux finalement faire de la moto de tellement de manières qu'il y a autant de cultures qui y sont attachées. Quand tu cruises un dimanche au soleil avec tes potes sur Hollywood Boulevard par exemple, ou alors sur un circuit de terre avec ton dirt bike, ou même encore quand tu rides dans le désert, ou même quand tu fais de la moto sur circuit par exemple, eh bien c'est autant de gens différents et c'est autant de styles différents. La moto et la culture moto, c'est vraiment hyper varié. C'est très très varié. Alors voilà, depuis ces années 50, berceau psychologique de notre motard de 2016, il s'en est passé des choses. Les années 60 et la vogue des motos spéciales. Les années 70, 15 bonnes années après la phase rock anglais et blouson limé. Le centre de gravité des cafés racers quitte l'Angleterre pour l'Italie et le Japon. Les années 80-90, les années plastiques, à renfort de carénage bariolé, période pendant laquelle les motos ressemblent plus à de l'électroménager sans âme et impossible à bricoler. 2000 jusqu'à aujourd'hui, le café racer reprend son souffle pour la 3e fois avec le retour de cette valeur originelle, fabriquer ou préparer soi-même, mettre les mains dedans, revenir à quelque chose de plus maîtrisé, de plus analogique, avec un souci prononcé pour l'esthétique. Finalement, le fin mot de l'histoire, c'est quoi? Une quête de liberté, d'individualité ou juste une envie de grands espaces et de la route qui défile? C'est une passion pour la mécanique et les ronrons bien huilés ou une recherche artistique et esthétique? Peut-être l'envie d'une panoplie de mauvais garçons ou alors du gentleman rider?
Nous voici à l'ère de la moto démocratisée, où chacun revisite le passé sans le renier, où chacun propose sa vision, sa contribution au mouvement. Today is a good day. Effectivement, ces deux roues sont bel et bien une bonne raison d'avoir le sourire aux lèvres, pour beaucoup d'entre nous. C'est l'esprit libre des cafés racers. C'est quoi l'appel de la moto? Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écrit. Il y a beaucoup de clichés à propos de la liberté, tous ces trucs, mais avec le recul, ça ne veut rien dire. Pour moi, l'attraction fondamentale, c'est la relation unique que tu crées entre l'homme et la machine. Il n'y a rien de comparable en fait. Même dans une bagnole, c'est impossible. Tu n'as pas ce contact en fait en voiture comme tu l'as avec la moto. Tu n'es pas vulnérable. Aucun contact avec les éléments, l'expérience de la température, des odeurs. C'est un ressenti incroyable. Et même aussi de sentir cette puissance qui te permet de te déplacer plus ou moins rapidement, qui te permet de jouer avec la gravité. Je compare ça finalement à une expérience complètement érotique, dans le sens pur du terme, où Eros, c'est la vie. Rien à voir avec le sexe, évidemment. Tu te sens complètement vivant et c'est une addiction complète. Ça n'a absolument rien à voir avec le style ou avec la tendance. C'est une expérience unique et extraordinaire sur cette planète où un être humain peut avoir une relation avec une machine qui les comble et les font décoller physiquement et métaphoriquement. Il est question ici de l'empreinte du geste. En effet, l'heure n'est plus à celui qui a la monture la plus puissante, la plus rapide ou la plus bruyante, mais plutôt à ce que chacun va pouvoir faire de ses 10 doigts. Loin des objets manufacturés, le monde de la moto rouvre une nouvelle voie, celle de l'appropriation par la création, un sur-mesure qui redéfinit le rapport à la moto et repositionne l'homme par rapport à ses deux roues. Retour à l'émotion, à la passion, à la beauté, au passé, tout en innovant. La moto est un voyage, celui de l'homme au contact des éléments, rouler et se sentir libre. Mais c'est aussi le voyage de celui qui a pensé et construit ce prolongement de lui-même. C'est une métamorphose du banal, la création d'un nouveau patrimoine mécanique et pour le coup, d'une nouvelle intelligence culture collective, étendard d'une réelle dimension d'émancipation sociale. Le jour parfait pour moi n'a rien de spécial. J'adore vraiment rester ici, dans mon atelier, prendre le temps de travailler sur les motos, puis de temps en temps sortir et aller rouler. Et c'est comme si tu pouvais te lever de mauvaise humeur, tu prends ta moto, ça te met de bonne humeur. Enfin, la moto, ça te rééquilibre toujours. Ça te redonne confiance quand t'as pas confiance, ça te remet dans la réalité quand t'es un peu machin. C'est comme si ça te rééquilibre. Donc, ouais, je dirais que la moto, elle te met dans un bon jour. Today is a good day. Ça me rappelle la chanson des Smashing Pumpkins. Today is the greatest day I've ever known. Can't live for too much. Tu te rappelles de ça ou pas? Perfect day. Le jour parfait, c'est pas se lever trop tôt. Aller dans un endroit comme celui-ci, par exemple, là, tu te gares juste là, il y a un bar à l'autre bout du désert, tu montes sur la Triomphe, tu traverses le désert, et le premier arrivé gagne la bière la plus fraîche. Ouais, c'est ça. Tu montes sur la Triomphe, tu traverses, aller au bar d'abord, et avant tout, choper la bière. C'est ça, le jour parfait. Today is a good day parce que, tout simplement, on est à Glemzek 101, qui fait beau, qui a plein de motos super intéressantes, des gens très sympas. Et que je pense qu'il est temps d'aller boire une bière fraîche. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux. Peu importe le reste que tu peux avoir, ça compte pas vraiment. Ce n'est pas nécessairement la moto, c'est d'être heureux. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Tu as ton destin entre tes mains, c'est toi qui as les cartes. Tu fais une erreur, de toute façon, c'est toi qui payes. Et moi, j'aime ça. J'aime être responsable de moi-même. Si aujourd'hui, tout tourne autour de la sécurité pour tout le monde, avec des « Oh mon Dieu, ne laissez pas les enfants rouler à vélo sans casque » ou toutes ces choses, toutes ces limites que la société t'impose, la moto, en gros, c'est va te faire foutre. Je fais ce que je veux, risquer ma vie, prendre du bon temps.
Notre passage sur Terre est tellement court. Il faut en profiter. Oui, parce qu'en fait, finalement, même quand tu tombes en panne, parce qu'il faut quand même être clair, quand tu mets tes fesses sur une moto vintage, sur une ancienne, et ben, ça arrive parfois que la moto rende l'âme subitement. Bon, en fait, je pense que ça ne peut que te conduire à une nouvelle aventure. Nouvelle aventure, nouvelle rencontre, parce que tu es là sur le bord de la route à regarder l'herbe qui pousse. Qu'est-ce que tu peux faire à part croiser quelqu'un? Donc tu peux creuser assez profond pour trouver une expérience complètement négative en moto. Moi je crois vraiment que le concept « Today is a good day », c'est qu'à chaque fois que tu mets le cul sur ta moto, quelque chose de bien peut t'arriver. C'est ça le jour parfait. Faire chaque jour ce qui me semble le plus important pour moi, c'est ça une bonne journée. Quelle chance, non? Alors, vous êtes prêts? On vous attend.